Ouais, c'est parti. Alors, quand tu procèdes à la bouche, je dirige le centre expert de scores en plaques au CHU de Montpellier. Les cours précédents, vous les avez sur YouTube, à droite. Donc chaque année, on change les intitulés des cours, on fait les traitements, le diagnostic. Et cette année, le thème, c'est les questions que je n'ose pas poser à mon neurologue en scores en plaques, et vous allez vous reconnaître. On l'a modélisé en fait fin 2018, on a fait un enseignement dans une ville avec une association de patients fin 2018, et Marie était ravie, en fait on a amélioré. Et il y a une semaine, on était à Mende, et les malades ont adoré, les accompagnants également. Simplement pour situer le contexte de la maladie, la sclérose en plaques, c'est une maladie fréquente. On estime aujourd'hui à 130 000 malades affectés par la maladie. Pour vous donner une idée, les accidents vasculaires cérébraux, les hémiplégies, c'est à peu près 120 000 nouveaux malades par an. La sclérose en plaques, c'est la prévalence, c'est le nombre total de patients affectés par la maladie, c'est à peu près 130 000 malades en France. Cette maladie fait partie de ce qu'on appelle le plan des maladies neurodégénératives. Donc c'est quoi? C'est en 2002, il y a eu un premier plan qui s'appelle le plan Alzheimer. Vous connaissez tous la maladie d'Alzheimer. Ce plan a été reconduit et a été étendu en fait en 2012 sur les centres Parkinson, maladie dégénérative, et tout ça a été englobé en 2016 dans un plan de maladies neurologiques adultes dites dégénératives avec les maladies d'Alzheimer, la maladie de Parkinson et la sclérose en plaques. Donc ce qui veut dire que pour vous, patients, la sclérose en plaques est enfin reconnue comme une ligne de santé prioritaire, importante, par le gouvernement. Et donc, il y a eu des labellisations de centres experts sclérose en plaques. Donc, il y a un appel d'offres. Il y a en France 23 centres experts sclérose en plaques. Vous avez 32 CHU. Donc, tous les CHU ne sont pas centres experts. Mais par contre, ce qui a été fait, c'est que dans chaque région, il y a un centre expert sclérose en plaques. Donc, il y a un maillage territorial que vous habitez dans le nord, l'ouest, l'est. Ces centres experts sclérose en plaques sont des centres officiels avec des objectifs: améliorer la prise en charge des patients sclérose en plaques, du diagnostic jusqu'au traitement, et au traitement complexe, et au traitement innovant. Nous devons rendre chaque année un rapport au ministère pour la revalidation des centres experts sclérose en plaques. Ensuite, sur ces centres experts sclérose en plaques, on a un registre. Il y a dans le monde 2 registres sur la sclérose en plaques. Il y a le registre anglo-saxon, qui s'appelle MS-BASE, qui est en fait le registre des pays anglo-saxons, Canada, États-Unis, Espagne également, Allemagne. Et vous avez un registre francophone qui s'appelle EDMU. EDMU, c'est European Data Multiple Sclerosis. Et cette base EDMU, c'est très important parce que chaque centre doit référencer les patients qu'il suit dans cette base, avec l'âge, le début de la maladie, les symptômes, les effets secondaires. Et chaque 15 décembre de l'année, ces données sont anonymes bien sûr et sont poolées. On les envoie sur un serveur centralisé qui s'appelle l'OFCEP. L'OFCEP, c'est l'Office francophone de la sclérose en plaques, c'est une structure virtuelle, ce n'est pas un bâtiment. C'est une structure qui fédère et fait travailler ensemble les centres experts sclérose en plaques. Et chaque année, nous incluons nos données de chaque centre des bases de données. Aujourd'hui, sur 130 000 patients sclérose en plaques, 70 000 sont inscrits dans la base EDMUS. Ce qui veut dire que 60 000 patients ne sont pas suivis dans les centres experts. Et ensuite, on a un rendu des données des centres. Et donc, 2 mois plus tard, on a un diagramme comme ceci, avec les villes et en haut les chiffres. 2000, 4000. Ce sont le nombre de patients suivis par chaque centre. Vous avez chaque ville ici. Le centre de Montpellier est le 8e centre français de sclérose en plaques. Ce qui est logique, puisque Montpellier est à peu près la 7e, 8e ville de France.
On suit, nous, vous avez le chiffre en haut, 2832 patients sclerose en plaques, ça a même changé. Actuellement, c'est 2890. 2800 malades sclerose en plaques, on a à peu près 200 jours ouvrables dans l'année. 2800 divisé par 200 jours ouvrables, c'est 16 malades par jour. C'est tous les jours et tout le temps. On a enregistré l'année dernière 300 nouveaux malades, un malade par jour. Ce sont des patients qui ont déménagé, des patients qui ont besoin de deuxième avis, de traitements complets, de prise en charge pluridisciplinaire. Et chaque année, à peu près 300 patients rejoignent le centre expert sclerose en plaques. Ça ne veut pas dire qu'on va les suivre tout le temps, mais par contre, ils vont être à un moment donné référencés dans notre centre. Deuxième rappel, avant de rentrer dans vraiment le corps du sujet, c'est comment on arrive au diagnostic du sclerose en plaques. J'ai vu ce matin une patiente issue du corps médical qui, en fait, avait déjà démarré sa maladie il y a 7 ans, mais qui était passée inaperçue. Aujourd'hui, pour arriver au diagnostic de sclerose en plaques, on a des critères, qui sont des critères internationaux, qui sont revus tous les 5 ans. On utilise des critères 2017, parce qu'ils ont été édités en 2017. Comment on arrive au diagnostic de sclerose en plaques? Premièrement, il faut avoir fait un symptôme de la maladie, ce qu'on appelle la poussée. Et le deuxième point clé, c'est l'IRM, avec la mise en évidence des fameuses taches que vous voyez ici, qu'on appelle les hyperciliaux. Et il faut 2 lésions, 2 points blancs, ce qui veut dire qu'on va travailler sur un nombre de lésions extrêmement bas. Et on rentre dans ce qu'on appelle l'analyse du signal, c'est-à-dire que chaque point blanc va compter pour 50% des lésions arrivant au diagnostic de sclerose en plaques. Ces hyperciliaux ne sont pas spécifiques. Vous pouvez voir dans l'hypertension, la migraine, les accidents vasculaires cérébraux. Mais dans un contexte d'un sujet jeune qui fait un symptôme, par exemple, sensitif de la main, la présence d'un hypersignal est déjà un élément intriguant. Et on a des critères d'analyse pour dire que finalement, ce point blanc que vous voyez ici, c'est bien un hypersignal de sclerose en plaques. Il y a des critères, ce qu'on appelle d'analyse du signal. Quand vous regardez les critères 2005, il y a une dizaine d'années, il y a beaucoup de lignes. C'est assez compliqué. Et vous voyez qu'on arrive à synthétiser aujourd'hui les critères de sclerose en plaques avec la clinique et l'IRM. On fait beaucoup moins de ponction lombaire actuellement. Et je suis sûr, vous vous en rappelez d'avoir une ponction lombaire. Avec la précision de l'IRM, la malade que j'ai vue ce matin a une sclerose en plaques, mais elle n'a pas eu de ponction lombaire. Ce qui permet d'avoir un critère, enfin un diagnostic rapide, précis et indolore. Et c'est important de ne pas agresser les malades, surtout quand un malade vient pour des fourmillements, il vient aux urgences, on dit qu'il faut rester en neurologie, il faut voir un neurologue, il y a une IRM à réaliser, et là on lui parle de la ponction lombaire, il y a une charge émotionnelle qui est extrêmement importante pour les malades. Une fois que le diagnostic est fait, c'est la compréhension de la maladie, ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique. Le terme d'éducation thérapeutique n'est pas un très bon terme. Le but n'est pas d'éduquer le patient en traitement. Le but est de former le malade à sa maladie, pour qu'il puisse lui-même être juge de ses symptômes, juge de la prise en charge qu'il doit avoir en fonction de l'évolution et des symptômes de la maladie. Deuxième chose simple, c'est que la sclerose en plaques n'est pas une maladie neurologique. Parce que pour vous, c'est quelque chose d'intuitif. Voilà. En général, il y a toujours 2-3 personnes qui se lancent en disant « je ne comprends pas ». La sclerose en plaques est une maladie à haut degré neurologique, à conséquence neurologique, bien sûr, de la marque, trouble urinaire. Mais le mécanisme n'est pas neurologique, le mécanisme est dysimmunitaire. Ce sont les fameux lymphocytes qui vont aller attaquer la fameuse myéline. Ce principe est extrêmement important, parce que ça va vous expliquer les traitements qu'on peut donner à la maladie. Les traitements qu'on donne à la maladie ne sont pas des traitements neurologiques. Vous avez par exemple la maladie de Parkinson, c'est la dopamine, le mot de parle, le cinémate, ça, c'est un traitement purement neurologique, puisqu'il y a moins de dopamine dans le cerveau qui fait qu'on tremble et qu'on est un peu raide. Dans la sclerose en plaques, ce sont des traitements de l'immunité. Vous connaissez la maladie de Crohn? Maladie digestive, mais c'est une maladie inflammatoire digestive. Ce n'est pas une maladie purement digestive. La polyarthrite rhumatoïde, c'est pareil. Et donc, ce qui s'est passé dans la maladie, premièrement, c'est la meilleure connaissance de la maladie grâce à l'IRM. Deuxième point, c'est une compréhension que ce n'est pas une maladie neurologique. Et troisième point, c'est d'appliquer des traitements d'autres pathologies auto-immunes à la sclerose en plaques. Comment se passe cette maladie?
Vous avez ici le cerveau, et là, vous le reconnaissez, c'est un neurone avec sa gaine de myéline, ici. La gaine de myéline, c'est une enveloppe qui est autour du neurone. Le neurone, c'est un câble électrique. Le neurone a pour but de transmettre de l'électricité pour arriver à faire un mouvement mécanique. Si je veux serrer ma main, je commande l'action, le neurone envoie l'électricité, je contracte. Le nerf sert de transformateur entre une commande, une demande, une volonté, je veux, mais ça, heureusement, on ne sait pas où ça se passe, on connaît très bien le cerveau, mais la volonté, la demande, on ne sait pas du tout où ça se passe. Tant mieux, parce que si on savait où ça se passerait, eh bien on irait aller mettre, je ne sais pas quoi, des électrodes ou d'autres traitements, et on changerait la volonté des gens. Et donc, je veux faire quelque chose, je ne sais pas où ça se passe. Par contre, je veux fermer ma main, je mets en action à ce moment mes neurones, qui vont conduire l'électricité jusqu'au doigt de la main pour fermer la main. Et donc, les câbles, les fils, les neurones, les nerfs, transforment une commande virtuelle où on ne sait pas la localisation dans le cerveau en une énergie bien matérielle, bien humaine, bien terrestre, qui est la force motrice. Si vous allumez la myéline, le fil conduit moins bien. Et donc, au lieu d'être à 220 volts, comme on l'est tous maintenant, on est plutôt à 110 volts, comme je l'ai vécu il y a 40 ans dans notre maison de campagne. Et là, on voit nettement la différence. La radio, on n'entend pas très bien à ce moment-là. Et bien, c'est pareil. Si le neurone est allumé, ça conduit moins bien, il y a une perte de fonction. Ce neurone est ici, il est au niveau du cerveau, et en haut, vous avez une artère, et vous allez avoir des échanges sans arrêt entre l'artère et le cerveau. Par exemple, je cite toujours cet exemple, vous n'avez pas mangé à midi, il est 17h30, pensez à j'étais en retard, on était à la Malou, en fait vous n'écoutez rien du tout, parce que vous êtes fatigué, vous êtes en sueur, presque au bord du malaise. Vous êtes en... Excellent. Vous êtes en hypoglycémie. Mais vous n'êtes pas en hypoglycémie. C'est votre cerveau qui n'a pas assez de sucre. Parce qu'en fait, il y a sans arrêt des échanges entre l'artère et le cerveau, bien sûr. Et donc, le sucre est un élément d'énergie physique, mais aussi cérébrale. Et donc, l'hypoglycémie, c'est j'ai moins de sucre dans le sang, et donc j'ai moins de sucre dans le cerveau, et je me concentre moins. Et donc, ces échanges permanents entre l'artère et le cerveau passent par une barrière. C'est une barrière qui est étanche, mais perméable. Étanche, c'est-à-dire qu'il y a une vraie séparation entre le sang et le cerveau, mais perméable, c'est qu'il y a des échanges sans arrêt du sang au cerveau. Le sucre est le meilleur exemple. Le deuxième exemple des échanges, c'est le lymphocyte. Nous avons des lymphocytes qui passent entre l'artère et le cerveau. Mais chez les malades scleroplaques, ces lymphocytes sont dits activés. C'est-à-dire qu'ils vont passer et en plus ils vont aller attaquer certaines structures, et notamment la fameuse myéline. Et donc, ce qui se passe dans la maladie, c'est que vous avez donc des lymphocytes, soit c'est marron et c'est des lymphocytes T, soit c'est bleu et c'est du lymphocyte B. Ils vont passer dans le cerveau et ils vont aller attaquer la myéline. Et ça va créer la poussée. Et le but des traitements va être d'empêcher les lymphocytes d'aller attaquer la fameuse myéline. Et en fait, c'est des traitements d'immunité. On a donc des stratégies thérapeutiques. La grande avancée dans la maladie depuis 10 ans, c'est d'avoir en fait des possibilités de traitement. On a des lignes thérapeutiques, première, deuxième, troisième ligne. C'est un peu comme en cancérologie finalement. On met la première ligne de traitement, ça ne marche pas, on met une deuxième ligne. Dans la scleroplaque, c'est exactement pareil. On emploie le terme de ligne thérapeutique. Vous avez cette pyramide qui est très pédagogique. La base, la plus large, c'est le nombre le plus important de patients. Et en haut, la pointe, c'est là où il y a le moins de patients. Ici, c'est la première ligne, c'est des médicaments que vous allez reconnaître, le Tecfidera, Aubagio, ou interféron, ou Copaxone. Soit en comprimé, soit en piqûre. Ce sont des traitements immunomodulateurs. C'est-à-dire que ces traitements vont moduler le lymphocyte. Ils ne vont pas enlever le lymphocyte. Ils vont diminuer son agressivité. Il n'y a pas de risque infectieux en un mot avec ces traitements. Aubagio, le terriflunomide, c'est un dérivé de l'Arava. L'Arava est donné dans la polyarthrite rhumatoïde. Aubagio, c'est le terriflunomide, l'Arava, c'est le léflunomide. C'est les mêmes. Le Tecfidera, autre traitement immunosulateur de première ligne, était donné dans le psoriasis. Il a été trouvé
par hasard, efficace dans la maladie. Une fois qu'on met un traitement en première ligne, l'objectif c'est la rémission de la maladie. C'est comme dans les cancers. La rémission de la maladie est caractérisée par l'absence de poussée et l'absence de nouvelles lésions IRM. Si on n'arrive pas à cette phase de rémission sous traitement bien conduit, on va donc passer à une deuxième ligne. Si c'est plus haut, ça marche mieux, mais il y a plus de risques. Et cette maladie est une gestion de risque permanente. Risque de l'évolution de la maladie, risque qu'on va prendre avec les traitements. Vous n'avez pas la vérité, je n'ai pas la vérité. On va gérer un risque. Et dans l'éducation des patients à la maladie, c'est extrêmement important. Vous êtes décideur également. Vous n'allez pas décider à la place du neurologue spécialisé dans le score en plaque. Mais vous allez être intégré dans la réflexion. Très souvent, les neurologues imposent un traitement. En disant, vous avez le score en plaque, j'ai eu une maladie il y a quelques semaines, qui est une maladie assez ancienne, et qui m'a raconté un petit peu comment ça se passait. Le neurologue lui impose en disant, je suis le médecin, donc je sais, et je vais vous dire ce qui vous va bien. C'est l'imposition. C'est le principe de domination. Hein, c'est un peu Molière, avec les médecins, avec le grand chapeau, et qui disait, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais on est dans la même réflexion, alors très socialisée aujourd'hui, mais on arrive sur un principe de dominant-dominé. Dominant, c'est celui qui sait, c'est le médecin. Dominé, c'est le malade qui en demande. Ça, c'est peut-être bien, mais ce n'est pas la vraie vision de la maladie. C'est une maladie chronique. Vous êtes intégré dans le monde de la réflexion. Donc, vous venez pour avoir un avis, une photographie de la maladie, donc ça, on met à ce moment à plat, on reprend tout le dossier, et à un moment donné, il y a une décision. Cette décision, elle doit être consensuelle. Si le malade n'adhère pas à un projet thérapeutique, soit c'est parce que le neurologue s'est trompé dans la maladie, soit le malade est en refus du diagnostic de la maladie, soit il a une crainte des effets secondaires de traitement. Et donc, on va en parler justement après, c'est la proposition du diagnostic. Donc, quand un malade ne suit pas un parcours médical par neurologue, il y a beaucoup de raisons derrière. Et il faut aller démonter ces raisons pour qu'à un moment donné, il y ait un consensus pour une bonne prise en charge de la maladie. Les deuxièmes lignes sont de l'immunosuppression. Ça marche 2 fois mieux que les premières lignes. C'est le Tysabri, ou l'atezumab, qui va bloquer les lymphocytes, qui fait que les lymphocytes ne vont pas rentrer dans le cerveau. Le Tysabri, on l'oublie aujourd'hui, était donné dans la maladie de Crohn. Deuxième médicament en deuxième ligne, qui est le Gilenya, ou fingolimod, qui est en comprimé, qui est très efficace dans la maladie, qui est au départ donné dans les rejets de greffe. Quand vous greffez un malade, vous greffez un cœur, la première action de l'organisme qui reçoit le cœur, c'est de le rejeter, ce qu'on appelle le rejet de greffe. Et comment il va rejeter un organe? Tout simplement en sécrétant des lymphocytes. Et le Gilenya met les lymphocytes dans la rate. Donc s'ils sont dans la rate, ils ne sont pas dans la myéline. C'est ce qu'on appelle un sécrétateur de lymphocytes. C'est-à-dire que le Gilenya met les lymphocytes dans la rate. Et c'est pour ça que les malades sous Gilenya ont des lymphocytes qui sont bas. Pas tellement qu'ils ont moins de lymphocytes dans leur organisme, c'est qu'ils ont moins de lymphocytes circulants, puisqu'ils sont dans la rate. Et s'ils sont dans la rate, ils ne sont pas dans la myéline. C'est le principe du fingolimod ou Gilenya. Si ça ne marche pas, on rentre dans l'immunosuppression avec ce qu'on appelle actuellement des anticorps monoclonaux. Ces anticorps monoclonaux, le rituximab, le cresumab, le lemtrada, sont des médicaments qui vont avoir une action cible sur un lymphocyte. Lymphocyte CD20, lymphocyte CD52. Donc là, on rentre dans l'immunosuppression sélective. C'est la troisième ligne. Et si on n'y arrive pas, il y a encore d'autres possibilités. La méthoxantrone, l'endoxan, qui là sont des immunosuppresseurs lourds. Et puis, tout en haut, avec un point d'interrogation, c'est la greffe de moelle, l'autogreffe de moelle. Donc vous voyez, c'est tout en haut du chapeau. C'est-à-dire que ça concerne très peu de malades. Je crois que dans le milieu des patients, c'est quelque chose qui est extrêmement, vous en parlez beaucoup, mais attention, on peut faire des greffes de moelle, mais dans des conditions bien établies et entre guillemets bien réglementées. Peut-être à la fin, parce que comme ça, j'arrêterai la vidéo pour que vous puissiez vous exprimer. Mais notez bien la question. On a tout notre temps. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est ce que j'ai jamais osé dire aux neurologues, et peut-être pas à ma famille. Donc, on va commencer très très tôt dans la maladie, c'est l'annonce diagnostique. Toutes les personnes qui ont eu une maladie importante, cancer, sida, sclérose en plaques, se rappellent le jour où on a donné le diagnostic. L'annonce diagnostique, c'est une modification de la personnalité.
Avant, on vit dans l'insouciance. La vie semble éternelle. J'ai 40 ans, je vais très bien. Et à un moment donné, des symptômes arrivent à des mots MOT sur des mots AMAUX, sur la maladie. Et à ce moment-là, c'est la matérialisation de ce qu'on ressent. Et ça plaque, à ce moment-là, ce qui nous arrive. Ce matin, la malade que j'ai vue, du milieu médical, qui s'en doutait, elle était en larmes. Parce que là, j'ai mis un mot, sclérose en plaques. Et quand vous annoncez sclérose en plaques, le malade voit le feu de mort. Ça, toutes les maladies, et ce matin, c'était quelqu'un, encore une fois, du milieu médical, la lumière s'est allumée, l'ampoule s'est allumée. L'annonce diagnostique, c'est une modification de la personnalité. Deuxième élément de l'annonce diagnostique, c'est une sidération. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on vous dit, voilà, vous avez telle maladie, et là, vous n'écoutez plus ce qu'on vous dit. Parce qu'il y a une charge émotionnelle majeure. Alors, le neurologue a beau faire des explications, dire des choses, en fait, vous ne l'écoutez plus. C'est important pour la consultation post-annonce diagnostique. Dans cette annonce diagnostique, il y a le poids des mots. Sclérose en plaques. En plus, ce n'est pas un mot très joli, il faut être honnête. Mais il y a le poids du mot qui est dit à ce moment-là. D'emblée, ce qui anime les patients au moment de l'annonce diagnostique, c'est l'inquiétude. L'inquiétude par rapport à l'avenir. Le fauteuil roulant est une angoisse de l'avenir. Le métier, les enfants, la famille, le mari, mes activités, ce que je fais avant comme loisir. Si je suis jeune, comment je vais avoir des enfants? Tout arrive à ce moment-là en même temps, suivant l'âge du patient et la situation. Et c'est pour ça qu'il y a une sidération de la personnalité, parce qu'au moment où le mot est dit, ou si on dit cancer, ben, tout d'un coup, il y a énormément de questions qui arrivent dans la seconde. Et c'est normal, bien sûr, dans cette phase. Ensuite, il y a la compréhension de la maladie. On dit que la médecine, il faut